merci pour cette introduction, cette présentation. Je n'aurais pas su le faire moi-même. Et je remercie les amis du bureau de l'APT de m'avoir invité, bien sûr, à parler des trosses de l'enfant. Et pour faire vite, alors j'avais 10 minutes, il vient de me prévenir que je pouvais faire un quart d'heure, donc je vais essayer de m'étaler un peu. Alors, imaginons un enfant qui a une rhinite allergique, pour peu qu'elle soit un peu chronique, qui a une polypose nasale ou alors des végétations. Donc, un obstacle qui fait que le nez est complètement bouché et de façon chronique. Ou alors, imaginons un autre enfant qui a de grosses amygdales, et on dit généralement il ne faut pas toucher aux amygdales à partir du moment où elles ne s'infectent pas, mais dans notre os, peut-être qu'il faudrait réfléchir à notre façon de faire et peut-être les enlever quand elles viennent très obstructives. Et puis, imaginons un enfant avec un rétrognatisme, peut-être même avec un frein de langue très court, qui fait que la langue ne bouge pas de façon, je dirais, ne bouge pas, elle ne remonte pas dans le maxillaire, et donc l'enfant garde une espèce de déglutition primaire. Et je dirais que le commun de ces trois pathologies, c'est quand même une respiration buccale. Vous allez avoir un enfant qui va respirer par la bouche et qui va complètement oublier de respirer par le nez. Et donc, vous allez avoir ce qu'on appelle une langue basse. La langue va être toujours basse, elle va être sur le plancher du maxillaire, et quand l'enfant va grandir, eh ben, cette langue, elle va grandir derrière, elle va obstruer les voies aériennes supérieures, et donc ce qui va faire le lit du trosse. Donc la langue est quelque chose de très important dans les trosses de l'enfant. Et c'est pourquoi vous aurez, à partir du moment où vous avez une respiration buccale et pas nasale, vous allez avoir des narines qui sont effilées et fines parce que l'enfant ne respire plus par le nez. Vous allez avoir un palais étroit, ogival. Vous allez avoir un visage allongé parce que c'est la langue en fait qui monte et qui façonne le maxillaire supérieur qui pousse. Il faut considérer que c'est 40 kilos par centimètre carré qu'elle pousse la langue pour ouvrir le maxillaire supérieur. Donc c'est vraiment quelque chose de très important. Et à partir du moment où elle est basse, eh ben, elle fait pas ce travail. Elle fait pas le travail très important de la déglution aussi. Et vous allez avoir des incisives soit proéminentes comme des dents de lapin, ou alors des incisives qui sont croisées. Et on va aller voir quelques photos. Alors, je vous montre cette image. Donc, ici, vous allez avoir des incisives, des dents de lapin, des incisives qui sont prédominantes, un menton qui revient un peu en arrière. Ici, vous allez avoir un palais qui est ogival rétréci et vous allez avoir des narines qui sont très fines, qui sont pratiquement fermées parce que l'enfant ne respire plus par le nez. Ici, vous allez avoir un rétrognatisme, un palais aussi ogival, mais aussi des dents qui sont croisées, des incisives croisées, et il ne faut pas aller mettre des aligneurs dedans ou enlever des dents pour laisser de l'espace. Il faut plutôt mettre un appareil qui va ouvrir le maxillaire supérieur. Et vous allez avoir aussi la langue qui est grosse et vous allez avoir, je ne sais pas si vous le voyez de là-bas, mais vous allez avoir des empreintes de dents, c'est-à-dire que la langue n'a pas assez de place dans le palais. Le fait que le malade respire par la bouche fait qu'il a une espèce de position comme ça, avec une lordose lombaire, et ça va engendrer bien sûr des anomalies de posture et des anomalies sur la colonne vertébrale et les membres inférieurs. Je vous montre un cas caractéristique, enfin historique, c'est des photos de notre ami Ferré qui vient tout le temps ici, de frein de langue qui est trop court. Regardez-moi ce creusement de langue qui fait que la langue ne monte pas, elle reste en bas, elle ne bouge pas, ou alors une grosse langue et une langue géographique avec des empreintes dedans. Donc tout ça fait que la langue, soit qu'elle obstrue ici, soit qu'ici elle bouge pas, et donc quand elle va grossir, elle va grandir en arrière. Alors, les troubles respiratoires obstructifs du sommeil de l'enfant, c'est une obstruction partielle et prolongée des voies aériennes supérieures, avec une prévalence de 1 à 3% entre 3 et 6 ans. C'est parfaitement démocratique. Les garçons et les filles ont pratiquement la même proportion. Très important. Alors, comment reconnaître ce trouble
avec un simple coup d'œil, c'est quand l'enfant rentre chez vous dans votre bureau, c'est le premier symptôme, le premier signe à l'inspection, c'est quand même la respiration buccale, l'ouverture de bouche. Quand vous lui parlez à l'enfant, vous voyez qu'il ouvre la bouche pour pouvoir se concentrer sur ce que vous êtes en train de lui raconter, et donc il ouvre sa bouche pour pouvoir respirer. Et à partir du moment où il respire par la bouche, eh ben, vous regardez les cernes au niveau des yeux, des paupières qui sont tombantes du fait de la fatigue que le patient ne dort pas très bien. Et à ce moment-là, allez chercher, est-ce qu'il fait des grosses amygdales? Est-ce que la langue elle est basse? Demandez-lui de déglutir. Et généralement, quand vous lui demandez de faire une déglutition, il va vous faire une déglutition primaire. C'est comme s'il tétait le sein de sa maman. Et c'est pas la déglutition normale. Le bol alimentaire, il faut qu'il monte et qu'il redescende. Vous le voyez faire. Il pousse avec le menton et il fait avec les lèvres comme ça. Et c'est un mouvement de téter et pas de déglutir. Donc, palais étroit et un rétrognatisme. Regardez ça, c'est très important. Quand vous avez ça, vous pouvez lui poser la question parce que généralement, l'enfant, peut-être qu'il viendra pas vous voir pour une espèce de trouble de sommeil ou de renflement. Il vient vous voir pour un angle incarné ou pour un diabète à équilibré ou pour un syndrome néphrotique. À nous, médecins, quand on voit ce tableau-là, de poser la question qui s'impose et demander est-ce que la respiration est bruyante, est-ce qu'il y a des apnées avec respiration bruyante, est-ce qu'il renfle, est-ce qu'il y a une hypercitation, est-ce qu'il y a des rhinopharyngite et des otites. Ça, des symptômes nocturnes. Et puis, vous avez des symptômes diurnes qui sont une difficulté de se lever, la somnolence diurne, l'hyperréactivité, un retard staturopondéral, une obésité et donc et aussi des rhinopharyngites et des otites. Vous avez deux profils de malades, les malades maigres qui ont généralement de grosses amygdales et qui sont hyperactifs et ils sont étiquetés comme TDAH. À la moment, il va voir tous les pédopsychiatres, tester tous les médicaments et finalement, il ne traitera son enfant qu'à partir du moment que le diagnostic de TROS est porté et que l'enfant va être traité par soit le ORL ou alors le kinélingual avec l'orthodontiste. Pourquoi il s'est intéressé? Parce que c'est un trouble fréquent et méconnu, parce qu'il entraîne des difficultés scolaires et retard staturopondéral, parce que c'est un véritable calvaire pour les parents quand l'enfant est diagnostiqué TDAH. Vraiment, il faut voir et entendre les témoignages de mamans qui ont visité pratiquement tous les médecins aux alentours pour pouvoir traiter leur enfant. Parce que le trans est guérissable et complètement guérissable quand on le diagnostique, on peut le traiter de façon définitive. Sinon, c'est un enfant qu'on rencontrera à l'âge d'adulte avec un syndrome d'apnée de sommeil sévère. Alors, le diagnostic positif, c'est la polysomnographie, l'index d'apnée-hypopnée. Alors, chez l'adulte, c'est 30 apnées par heure. Chez l'enfant, c'est plutôt 10 par heure. Chez l'enfant, il ne sature pas beaucoup, mais c'est les micro-éveils qui vont nous intéresser pour qu'on puisse porter le diagnostic. La prise en charge thérapeutique, c'est une prise en charge médicamenteuse déjà. Le nez ne doit pas rester bouché. Et donc, nous, en tant que médecins, il faudrait qu'on donne ce qu'il faut. Le lavage du nez, c'est quelque chose de très important. Le pchit-pchit ne sert pas à grand-chose. C'est vraiment, il faut pousser du sérum physiologique dans la narine droite pour que ça sorte de la narine gauche et vice-versa. Un traitement anti-allergique, faire en sorte de rendre le nez fonctionnel, de déboucher ce nez pour que le patient puisse respirer par le nez. Prise en charge ORL, les grosses amygdales, les végétations pour libérer les voies aériennes. Et quand vous avez enlevé les amygdales, il ne faut pas oublier que la langue a appris à rester au plancher du maxillaire. Ça ne va pas régler le problème. Donc, il faudra continuer, il faudra compléter par une kiné linguale et peut-être aussi par un apport d'orthodontie. La kiné linguale, c'est quelque chose de capital dans les trosses d'un enfant. Il faut absolument la faire et apprendre à la langue de monter en haut, apprendre à la langue de faire de la déglutition normale et de passer de la déglutition primaire à la déglutition de l'adulte. L'orthodontie, c'est l'expansion maxillaire,
majeur. Alors, nos amis orthodontistes ont tendance à faire ces dispositifs qui sont fixes. On aurait préféré avoir la plaque de Hawley parce que l'enfant la met le soir, l'enlève le matin et fait sa kiné linguale. Que quand vous mettez que le truc fixe, l'enfant ne peut plus faire de la kiné linguale. Et à ce moment-là, il faut attendre que l'orthodontiste est fini pour que le kiné lingual entre en action, ou alors commencer par le kiné lingual. Mais c'est pourquoi il vaut mieux partir ce genre de matériel. Alors, la conclusion, le TROS a des caractéristiques propres. Il faut savoir le chercher car un enfant ne se plaint jamais de son sommeil. Et les manifestations respiratoires commencent dans la deuxième partie de la nuit. C'est pourquoi quand vous demandez à la maman, généralement, vous dites non, il ronfle pas. Et il ne faut pas oublier que le ronflement chez l'enfant, c'est pas du ronflement, c'est plutôt, c'est des mouvements, des secousses qui veulent dire qu'il a fait un arrêt et qu'il reprend sa respiration. Il faut y penser devant un retard saturant pondyral. Il faut y penser devant une agitation diurne excessive. Il faut y penser devant, surtout, une respiration buccale. C'est quelque chose de capital. Dès que l'enfant respire par la bouche, pensez trosse de l'enfant et essayez de le prendre en charge sur ce trosse. Quand la prise en charge est précoce, la guérison est complète et totale. Je vous demanderai aussi peut-être d'en savoir plus, de rentrer dans ce site que nous avons mis à disposition des confrères, tross-enfant.org. Il y a une partie pour parents, il y a une partie pour le professionnel. Vous avez aussi toute la médiathèque, ce que nous avons fait, les diaporamas que nous avons fait, et vous avez d'autres vidéos sur d'autres lieux que vous pouvez explorer et avancer. Et je vous remercie.